Donc, on va continuer les panels. Donc, on va reprendre avec Hiba Shakir. Elle est doctorante à l'université Hassan II, laboratoire Logos. Donc, elle va nous parler de le titre de son intervention, Actualiser Sayed. C'est bien, vous êtes. Ouais. Donc, Actualiser Sayed en sciences de l'information et communication, la presse conservatrice française comme lieu de reproduction de la pensée d'État. Le Figaro, séquence électorale 2024. Je vous en prie. À vous la parole. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Wael. Merci beaucoup, Wael. Merci aussi, Montasser, et à toute l'équipe qui a organisé ce colloque qui était très intéressant. Merci à l'UM6P aussi. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Je m'appelle Hiba, je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication à la faculté des lettres et sciences humaines de Benmsiek. Et je suis aussi journaliste, d'où mon intérêt pour ce sujet. Et en fait, je vais commencer par une citation qui a été reprise ce matin maintes fois par les différents intervenants. Penser l'immigration, c'est penser l'État, et c'est l'État qui se pense lui-même en pensant l'immigration. Je voudrais commencer par cette phrase parce que c'est elle qui a tenu pendant les dernières 3 ans la main qui écrivait ma thèse. Penser l'immigration, c'est penser l'État. Et cela veut dire que toute parole publique sur l'immigration, même quand elle se croit neutre ou bien descriptive, factuelle, est déjà structurée par les catégories de l'État. Les mots que nous utilisons, immigrés, clandestins, intégration, assimilation, ne sont pas des outils qui sont neutres, ce sont, comme Siad nous l'a appris, des actes politiques. Ils instituent ce qu'ils prétendent décrire. Et cela veut dire surtout que la pensée d'État n'est pas seulement l'affaire de l'État, elle se loge partout et en particulier dans les lieux où l'on pense en croyant penser librement. Elle se loge par exemple dans les universités, dans les essais, les tribunes, les éditoriaux. Et c'est précisément ce point-là que je voudrais explorer devant vous aujourd'hui, la manière dont un grand quotidien français de référence, à savoir Le Figaro, met en œuvre au quotidien et sans peut-être sans le savoir explicitement, cette pensée d'État que Sayed a passé sa vie à démasquer. Permettez-moi d'abord en fait, de parler de pourquoi il faut analyser l'immigration dans le journalisme. Avant même de présenter ma thèse, je voudrais dire pourquoi il me paraît urgent, et le mot n'est pas trop fort, d'examiner la manière dont le journalisme parle des migrations. La question pourrait paraître évidente, sauf qu'elle ne l'est pas. Et c'est précisément ce que Sayed m'a aidé à comprendre pourquoi. En fait, dans la plupart des recherches actuelles sur l'immigration, le discours médiatique est abordé comme un objet périphérique. Les sociologues de migration, par exemple, étudient les trajectoires. Les économistes étudient les flux et les remittances. Les démographes étudient les stocks. Les politistes étudient les politiques publiques. Alors que le journalisme apparaît alors en mieux comme une variable d'environnement, un miroir qui reflèterait plus ou moins fidèlement ce qui se joue ailleurs. Et cette manière de poser le problème, à mon sens, passe à côté de l'essentiel. Sayed nous avait prévenu, il disait, et je le paraphrase ici, son article fondateur de 1984 sur l'immigration et la pensée d'État, qu'on ne peut pas comprendre la condition des migrants si l'on ne comprend pas d'abord comment on parle d'eux. Parce que la parole sur le migrant produit le migrant, elle produit ses catégories, elle produit ses contours, elle produit la place qu'il occupe dans l'imaginaire national. Et le journalisme dans nos sociétés contemporaines n'est pas un lieu accessoire de cette production discursive, c'est l'un des principaux et peut-être même le principal. Pourquoi le journalisme ? Pour 3 raisons que je voudrais brièvement développer. D'abord, la quotidienneté, pardon. En fait, la parole journalistique est la seule parole publique qui se renouvelle chaque jour, qui s'adresse à des millions de personnes et qui s'inscrit dans leur quotidien sans cérémonie. Le rapport scientifique, par exemple, on peut le lire ou pas, le discours politique, on peut l'écouter ou pas, alors que le journal, on le tient à la main
sur nos téléphones portables, les articles peuvent paraître parfois sur Facebook, sur X, sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, parce que le journalisme représente aussi l'autorité, la parole journalistique, surtout dans des quotidiens de référence comme Le Figaro, bénéficie d'un capital de légitimité que peu d'autres formes de parole possèdent. Et Le Figaro, par exemple, c'est pas un influenceur, c'est pas un blog, c'est une institution. Et donc, ce qu'il écrit s'inscrit dans une longue histoire. Le Figaro, par exemple, a été fondé en 1826 et dans un réseau de relations avec les autres institutions de la République. Donc, quand Le Figaro parle, par exemple, d'immigration illégale, ce mot ne renvoie pas seulement à un fait, il renvoie à toute l'autorité d'un journal de référence qui a, pour ainsi dire, ratifié la catégorie. Et c'est exactement mot par mot ce que Sayad appelait l'effet d'évidence de la pensée d'État. Et enfin, parce que la circulation, les articles de presse ne restent pas dans la presse, ils sont cités par les politiciens, par les membres de nos familles qui échangent autour d'un dîner et on parle de différents articles. Ils sont aussi commentés sur les réseaux sociaux, ils sont repris dans des conversations professionnelles et mobilisés dans des discussions de famille, comme j'ai dit. Et donc, la presse de référence, c'est l'amont d'une chaîne de circulation discursive qui irrigue à terme tout l'espace public. Et c'est dans cette chaîne que se fabrique au quotidien ce que Sayad nommait le sens commun sur l'immigration. Donc voilà à mes yeux pourquoi analyser le journalisme n'est pas une démarche périphérique, c'est une démarche centrale et c'est pourquoi j'ai choisi pour ma thèse de me placer à cet endroit-là. Je vais parler brièvement de mon sujet de thèse. En fait, la thèse que je conduis sous la direction du professeur Jawad Bennis porte sur le discours de Figaro à propos de l'immigration pendant une séquence précise, celle qui, en France, s'étend de janvier à juillet 2024. C'est 7 mois seulement, mais 7 mois qui étaient exceptionnels. Cette séquence s'ouvre avec le vote, puis la censure partielle de la loi Darmanin-Borne sur l'immigration. Elle traverse la crise migratoire à Mayotte de février où le ministre de l'Intérieur avait annoncé la suppression du droit du sol. Elle est marquée par 2 attentats qui étaient fortement médiatisés en mars et en avril à Moscou et puis un meurtre en France. Elle bascule en juin avec les élections européennes, le triomphe du Rassemblement national et puis la dissolution surprise de l'Assemblée et se poursuit en juillet avec une campagne législative éclair et un second tour aux résultats clivés. Et c'est pour qui veut observer le discours politique sur l'immigration un terrain rare parce que tous les acteurs discursifs y prennent position, tous les enjeux y deviennent explicites. Donc mon hypothèse générale tient en une phrase. Le Figaro, pendant cette séquence, ne se contente pas de couvrir un débat extérieur sur l'immigration, il participe à produire ce débat, il le cadre, il l'oriente, il le légitime. Comment? Selon 4 modalités précises que j'ai déclinées en 4 hypothèses opérationnelles. La première hypothèse, c'est que le journal mobilise prioritairement un cadrage couplé, sécuritaire et identitaire civilisationnel. La deuxième hypothèse, ce cadrage s'amplifie en moments politiques saillants. La troisième, c'est que le journal opère une naturalisation de l'islam comme menace civilisationnelle. Et puis la quatrième et la dernière hypothèse, c'est que peut-être la plus directement sayadienne, c'est que le journal exclut systématiquement la voix des migrants des espaces où l'immigration est le plus densément thématisée. 4 hypothèses donc, mais une seule intuition, celle que Sayad avait formulée et que je voudrais redire avec vous. Toute étude scientifique de l'immigration requiert qu'on commence par renverser la perspective de l'État. Ma thèse, dans son ambition la plus large, est précisément un exercice de renversement de perspective. Pardon. Je vais parler de la méthodologie pour avoir en fait les résultats. Je ne veux pas m'étaler sur la partie théorique et je serai brève. En fait, sur la méthodologie, parce
Je serai bref parce que les outils ne sont pas la fin, mais le moyen et que je voudrais garder du temps pour les résultats. En fait, j'ai constitué 3 ensembles d'articles. D'abord, la première partie, c'est un ensemble qui ressemble les articles sur l'immigration de janvier à avril 2024, soit la phase préélectorale. Un deuxième ensemble qui ressemble les articles de mai à juillet, soit la séquence électorale principale. Puis un troisième ensemble qui croise euh, les 2 thématiques et ressemblent des articles où l'immigration et l'islam apparaissent ensemble et au total, pardon, après dédoublonnage, j'ai codé 195 articles, soit environ 254 000 mots de discours sur 7 mois. Et pour analyser ce matériau, j'ai construit une grille à 5 modules. Et ces 5 modules, j'insiste là-dessus, sont chacun directement dérivés d'une intuition sayadienne. Le premier module repère les catégories étatiques de l'immigration. Et c'est exactement le lexique que Sayad isolé dans les textes administratifs. Le deuxième module examine la configuration des voix, qui parle, qui est cité, qui est tu. Et c'est l'opérationnalisation directe de la thèse de la double absence. Et puis le troisième module mobilise le concept de cadrage qui est emprunté à Robert Altman pour identifier le frame dominant de chaque article et les qualifiants, pardon, et le quatrième cible, c'était la rhétorique, les métaphores qui naturalisaient le flux migratoire d'une part et les qualifiants de l'islam comme menace d'autre part. Et puis le cinquième module, et c'est peut-être le plus important, c'est les codes des absences, par exemple la mention du terme émigré plutôt qu'immigré, la mention du pays d'origine, la mention des causes structurelles du départ, la présence de la voix migrante elle-même. Et sur ce dernier point, je voudrais à nouveau citer Sayad. On ne peut écrire une sociologie de l'immigration sans esquisser en même temps une sociologie de l'émigration. C'est cette intuition fondamentale qui structure le cinquième module de ma grille. Si le Figaro parle constamment de l'immigré, mais jamais de l'émigré, s'il évoque la présence migrante en France, mais jamais les raisons du départ, alors quelque chose se joue discursivement qu'il faut pouvoir mesurer. Le cinquième module mesure donc exactement cela. Maintenant, parlons des résultats. Et je vais aller à l'essentiel, hypothèse par hypothèse. En fait, le premier résultat, en fait, sur les 195 articles que j'ai codés, plus d'1 sur 2 est dominé par un cadrage sécuritaire ou identitaire civilisationnel. Donc, la première hypothèse est donc confirmée empiriquement, mais en fait, ce qui m'a semblé le plus important, c'est que ces 2 cadres ne se substituent pas l'un à l'autre, ils s'articulent. Permettez-moi d'être précis sur ce point. En fait, dans les pages d'information du journal, que ce soit société internationale, politique, c'est le frame sécuritaire qui domine massivement. On y parle d'expulsion, de centres de rétention, de contrôle aux frontières, des dépenses d'État quant à la migration. Et c'est le lexique administratif de l'État sur les corps étrangers. Mais dans les pages éditoriales, débats, opinions, tribunes, en fait, c'est tout autre chose. C'est le frame identitaire civilisationnel qui prend le dessus. On y parle d'identité, de civilisation, de racines, des valeurs républicaines, d'assimilation. Vous reconnaissez peut-être ce que Sayad distinguait sur le plan théorique comme les 2 dimensions de la pensée d'État sur l'immigration, une dimension administrative juridique qui produit l'immigré comme catégorie de gestion et de contrôle, et une dimension civilisationnelle qui produit l'immigré comme figure de l'altérité culturelle. Je vais passer au deuxième résultat, pardon, et qui était pour moi un peu le plus surprenant. En fait, je m'attendais à observer une amplification continue du discours sur l'immigration pendant la séquence électorale, alors que c'était pas le cas et c'était exactement le contraire qui s'est produit. La période mai-juillet qui couvre les européennes et les législatives produit moins d'articles par mois que la période préélectorale. Le volume diminue alors que l'enjeu est à son maximum. Et donc, ce résultat m'a obligé à reformuler un peu mon hypothèse. L'amplification existe bien, mais elle ne s'opère pas comme une intensification continue. Elle s'opère par 2 pics successifs qui ont des déclencheurs différents.
Le premier pic était déclenché par 2 attentats. Le premier à Moscou et le deuxième, c'était un meurtre d'une petite fille en France par un musulman. Merci. Si tu peux conclure. D'accord. En fait, je vais parler d'un dernier point et puis conclure. En fait, le dernier point c'était par rapport à la parole qu'on donnait aux migrants. Comme j'ai dit, la majorité, on ne donnait presque pas du tout de la parole aux migrants pour parler d'eux-mêmes, pour parler de leur situation, des sujets qui les concernaient. Et ce qui était un peu choquant, c'est que dans tous les articles où on donne la parole aux migrants, c'était des articles liés aux attentats. Et donc, on donnait la parole aux musulmans, aux migrants pour parler de ces attentats, pour dire non, oui, pour se justifier. Merci beaucoup, Hiba Shaker, pour cette belle communication. Avec plaisir. Donc, et comment les médias occidentaux reproduisent voilà, les catégories administratives autour de l'immigration, et avec une belle conclusion que vous avez faite, donc comment le lien à l'immigration, toujours quand il parle de terrorisme, du djihad et tout, et voilà. Donc on passe la parole à Luca Ramello, il est doctorant à l'Université Polytechnique de Turin. Il va nous parler de la Schengenisation de Tunis, visa infrastructure urban border spaces and counter archiving administrative violence. Luca, tu vas parler en français ou en anglais? In English, please. Okay. المستوى متاعي ما تكفيش حتى لتوا مازال ما تكفيش. كيفاش نعمل تمس على اوكي Donc نعمل هكا. Tu as 15 minutes, Luca. باش نعمل اقل. شكرا جزيلا للناس الكل اللي مازالوا لهنا تسمع فيها. شكرا جزيلا للاستقبال والنظام والناس الكل اللي خدموا يحضروا الكونفرنس هذه. انا متحمس بزاف. شكرا للمناسبه هذه. I will go straight to the point. Okay, this is a research that is born from a willing to bring something new, at least, and to discuss how can we change the way in which we study border violence. Okay. So what happens when we study border violence, and precisely from a European Italian university that is also funded in some research project, not mine, directly by Frontex. So I encourage you to go and see articles written by Lancione, Cornier, and other researchers who speaks about all the complicity of universities in reproducing border violence. So what does it happen when we study border violence? We can end up, this is not me, this is Lindberg 2024. She says, researching border violence in undefensible Europe. Sometimes when we study border violence, we could end up in reifying, in essentializing the difference between us and them. So people who are subjected to border violence, most of the people present in this room, to European border violence, and people who are not, at least in the present moment. And historically, of course. And second fact, sometimes we work too much on compassion, and we take for granted the fact that if European people feel compassionate about victims of border violence, then something will change. But sometimes compassion is like a way to wash your consciousness, okay? Because you feel compassion, so you feel good, so it's okay. So the problem, for what I think, and I will ask you what you think, this is what I'm more interested about, because my audience, of course, is European audience. You imagine, inshallah, I will be teaching in Italy. So the problem that I will have to deal about is the ignorance of Italian people and the ignorance of European people. And of course, ignorance mainly about the
conditions of reproduction of border violence itself. So I asked myself, what allows to reproduce the conditions of border violence? So how can we critique border violence? Border violence is possible only if there are authorities who can identify who is a European citizen and who is not. So what is the registration and identification infrastructure that allows European authorities to do so? And what is this infrastructure that spans and that expands into the lifetime of the people and expands beyond the borders as line? The answer I'm giving now is visa infrastructure. Okay, because it's the first border that people meet first, then the crossing itself. So this is my idea and what I'm trying to work about. So this is just to remind the concept that allowed me to also to connect and to make relevant what I'm saying to the academic debate. And Schengenization concept is also developed by Wael Garnawi and Muntasser Sakhi. This is just a little bit about the definition of how do I conceive visa, Schengen visa, so as a registration and identification infrastructure. Also, this is a way to make the topic relevant for academic debate because it is a trend to talk about infrastructures. And these are the, let's say, theoretical moves again. And most important thing is that I will try to identify what are the urban spaces that are created by Schengen visa procedures and infrastructure. So the main question is, how does Schengen visa system operates as a multi-scalar infrastructure? I want to know which urban border spaces are produced, so not just the consulates and not only intermediary companies like VFS Global, Almaviva, TLS Contact, and so on, but also all the institutions that are involved in the production of eligibility. And I want to know how does the sequences of documents and the bureaucratic inscriptions work. And I want to know what is the exploitation effect of all this bureaucratic procedure from a temporal and from an economic point of view. The counter-archiving is the methodology that I use. So I take together documents, piece of papers, and digital appointments and so on, together with testimonies of the people that are undergoing the procedure. This, as I told you, is a little bit the idea of like what are the empirical data that I will focus on. So the observation of the neighborhood in which consulates are concentrated, and the observation of all the institutions that are involved in the production of eligibility, but also listening and valorizing the experience of protesting against the injustices of Schengen visa procedures, and the paradox of digitalization processes that are meant to make the procedure easier, but of course. Okay, so this is a little bit the idea. I would ask you what you think about. So it's not the classical map about migration. We see the big arrows going to Europe, of course. The idea is more to let people see how it is spread in the urban territory, consulates, intermediary agencies, and other institutions, and that again, that are involved in the production of eligibility and the production of the whole dossier. And these circles are meant to show how much time on average is spent by people who go there. And maybe we will have other maps who will show how much money is spent on the different institutions, and also to analyze how much the extraction is beneficial to
European agencies, but also to local, to Tunisian, in this case, to Tunisian companies or Tunisian intermediary agencies. That's it, a little bit. The idea was this one, and how much time do I have? 5 minutes. Okay, the last thing I will say, also fast, is about the effect of visa on Tunisian societies. And I chose these two cases because they show differential kind of stigmatization. Let's say a privilege stigma of the people who lives in this neighborhood, which is called the Berger du Lac, and which has been built at the same time in which Schengen was instituted, so the 80s, and it's property of very wealthy families in Tunisia, mainly coming from Sfax, and that mainly they were living in the neighborhoods that were built by Europeans before, so El Menza, Han, Menza 2, and others. So there is a whole genealogy that I could focus about. I'm still in the middle of my fieldwork, so I also want to know what's more interesting of what I'm saying. And the other case is Kerkenna. These islands, just in front of Sfax. I will show you this image. This is a post made by people living in Kerkenna, and they are saying, "Meish bil visa." Yes, it should not be without visa, no? It should be without visa. But the reality is that even Tunisian citizens, if they want to enter these islands, they are asked about residency permits, European residency permits. Of course, unless they are driving a big Mercedes, which tell the authorities directly they are not, of course, worth checked. So the idea is that visas create some spaces of privileges for some parts of Tunisian bourgeois society. And also it has an effect of exclusions that make the paper, the identity paper, count less than a document produced by a foreign authority, which was also observed by Sayad in this essay, Relationship of Domination, which is part of the suffering of the immigrant. So I end up just reading this and maybe launch a reflective question. One of the inalienable attributes of a national is the unconditional right to enter his or her country unconditionally, subject to the requirement to prove his or her nationality. That is the function of identity papers. The emigrant who cannot meet this requirement is stripped. He's talking, of course, about Algeria. Is stripped not of his passport, but of his French certificate of residence, which is supposed to be more worth it, which is document issued by a foreign authority and stamped with the seal, the sovereignty of a foreign state. The document is objectively credited with bestowing freedom of movement. So if we take seriously the invitation of Sayad to value the effect of migration policies on the emigration and origin society, the question becomes like, how can we make this more visible to European audiences and to European political communities who have the responsibility and finally the power to change this extractive reality? And this is a little bit the references I used. Thanks for the attention. Luca, for this very nice Schengenizations. So this very nice presentation of the Schengenization. Now je donne la parole à Nassir Khalef. Donc tu vas parler en français ou en arabe? Chinois. En chinois. En chinois.
Donc, Nassir Khalef, il est doctorant à la faculté d'études européennes à l'université Babes Bolyai Cluj-Napoca en Roumanie. Il vient de l'Algérie et il va nous parler de gouverner les mobilités dans les espaces sahéliens entre sécurisation des frontières, groupes armés non étatiques et reconfiguration néocoloniale. Donc voilà, on passe de la France à la Tunisie et maintenant au Sahel. À vous la parole. Non, non, ça marche. Je suis chanceux, j'ai de la chance. Ça marche ou non? Allô, allô. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être aujourd'hui ici dans ce colloque qui est dédié à Abdelmalek Sayad, dont la pensée constitue un repère essentiel pour quiconque réfléchit sérieusement aux mobilités comme phénomène politique. Ça marche pas, vous m'entendez? Ah, il faut que je... Voilà. Je suis le dernier, ce que veut dire que vous avez vécu une journée entière de double absence, de mensonges migratoires et de al-Ghurba. J'en suis reconnaissant. Je vais faire court. Non parce que mon sujet ne mérite pas le temps, mais parce que cette heure-ci, la meilleure chose que je puisse faire pour Sayad, c'est de ne pas vous faire partir avant d'avoir dit l'essentiel. Je ne suis pas sociologue, je suis chercheur en relations internationales en première année. Mon terrain, c'est le Sahel, les groupes armés et les frontières militarisées, les reconfigurations géopolitiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger depuis les années 2000. Et j'ai semé à cette communication avec une question sincère en tête. Pas une certitude. Cette question, est-ce qu'on peut vraiment mobiliser Sayad depuis la géopolitique? Et est-ce que je force une rencontre qui n'a pas lieu d'être? Je ne suis pas venu pour vous donner la réponse, là, soyez sûr. Je suis venu la chercher. Et peut-être, avec vous, on la trouvera. Ah, là, non. Avant de là, les espaces sahéliens. Avant de commencer, on va commencer par poser 3 questions essentielles. La première, sur la militarisation produit ce qu'elle combat. Bon, vous ne trouvez pas ici les questions parce que je les mets juste... Plus les frontières sahéliennes sont militarisées, plus que les groupes armés non étatiques renforcent leur capacité économique et ancrage territorial. La deuxième question, ça marche comme ça. Le vide étatique procède les groupes armés non étatiques. Les groupes armés non étatiques sahéliens n'ont pas créé le vide institutionnel dans lequel ils opèrent. Ils l'ont trouvé. Leur durabilité est proportionnelle à l'incapacité des États à exercer une présence effective dans ces zones-là. Et pour la troisième question, ça va être sur la reconfiguration néocoloniale. Ne change pas de structure. Le remplacement des partenaires sécuritaires occidentaux par des acteurs non occidentaux, notamment, par exemple, le cas du groupe Wagner, rebaptisé African Corps, ne modifie pas la structure de dépendance des États sahéliens. Elle en charge les modalités sans en transformer la logique. Là, les espaces sahéliens, 3 dynamiques intenses. Les espaces sahéliens traversent depuis le début des années 2000 une transformation d'une ampleur.
et d'une intensité sans précédent. 3 chiffres suffisants de saisir la gravité de la situation. On a 7,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres frontières, selon le HCR. En janvier 2025, on a plus de 340% d'incidents violents entre 2019 et 2024, selon l'agence Armed Conflict Location and Event Data Project. On a 25 ans de configuration continue que cette communication se propose d'analyser. Ma thèse centrale est les frontières sahéliennes ne sont pas de simples lignes territoriales. Elles sont devenues des dispositifs politiques complexes qui produisent des effets concrets, mesurables sur les populations. Cette communication s'articule autour de 3 axes complémentaires: la sécurisation des frontières, le dispositif de Michel Foucault, et la Schengenisation, le rôle des groupes armés. Le deuxième axe, c'est le rôle des groupes armés non étatiques dans la gouvernance des mobilités. Et le troisième axe sur les reconfigurations néocoloniales qui structurent ces dynamiques. Le premier axe, c'est la frontière comme dispositif politique, le cadre de Michel Foucault. Dans son entretien de 1977, Foucault définit le dispositif comme, je le cite, un ensemble hétérogène comportant des discours, des institutions, des décisions réglementaires, produisant des effets de pouvoir. Cette définition s'applique avec précision remarquable à la frontière sahélienne contemporaine. La frontière n'est pas une ligne sur une carte. C'est un assemblage de 3 composantes. Des pratiques concrètes. On a des postes de contrôle biométrique, on a des formations des gardes frontières, on a des patrouilles militarisées, conjointes, et aussi des institutions européennes, le Fonds fiduciaire, les forces armées nationales renforcées dans le cadre de ces coopérations, parce qu'on a des coopérations, les forces européennes qui forment la police et la gendarmerie locale, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et ainsi leurs forces militaires. Et des discours. Le discours qui fait la migration une menace sécuritaire, qui transforme la frontière en instrument de protection nationale et qui réduit les groupes armés au label générique de terrorisme transnational. Le deuxième axe, c'est la Schengenisation, externaliser les contrôles vers le Sahel. Dans les 3 pays, comme on était le Burkina Faso, et le Niger et le Mali, ce passage d'un outil d'élimitation territoriale à un instrument de gouvernance des mobilités et des documents observables. Ce qu'on appelle la Schengenisation des frontières africaines n'est pas un processus par lequel les logiques européennes de contrôle migratoire ont été exportées vers les États du Sahel. Depuis 2015, l'Union européenne finance massivement ces processus. Le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, le processus de Khartoum, les programmes de renforcement des capacités frontalières, transformant les États sahéliens en zones tampons. Leur mission implicite est de retenir le flux migratoire avant qu'il n'atteigne la Méditerranée. Le résultat est paradoxal. Il est commenté par l'Organisation internationale pour l'immigration. Le code, par exemple, si on prend l'exemple de ce résultat, le code de la traversée entre Agadez au Niger vers la Libye s'est triplé entre 2016 et 2022. Le code oui, désolé. La militarisation ne stoppe pas l'immobilité. Elle les rend plus dangereuses, plus clandestines et profitables pour ceux qui contrôlent les passages. Ces acteurs qui profitent de cette configuration, ce sont précisément les groupes armés non étatiques.
on va les voir comme acteurs frontaliers, pas simples perturbateurs. Si on prend le JNIM, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, Jama'at al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin en arabe, ou l'État islamique au Grand Sahara, et leurs affiliés ne subissent pas la frontière, ils l'exploitent. Ce n'est pas un point analytique central. Ils le font selon 3 fonctions que j'ai identifiées dans les zones des 3 frontières. Parce qu'on a une zone de 3 frontières, c'est l'Iptako-Gorma, qui relie les 3 pays. Le premier, c'est que la première fonction, c'est la circulation. Les groupes armés contrôlent les routes commerciales et migratoires. Ils prélèvent des taxes, ils fixent et prévisibles les convois. L'International Crisis Group a documenté cette rationalité qu'elle destine explicitement de la simple extorsion. C'est la logique d'un État partiel qui gouverne les mobilités. Le deuxième point, c'est la fonction et le refuge. Les groupes armés offrent une protection relative aux populations qui fuient à la fois les violences et les forces de sécurité étatiques elles-mêmes. Cette fonction, même lorsqu'elle est forcée, contribue à leur légitimité locale et à leur enracinement territorial. La troisième fonction, c'est le recrutement. C'est ici la... Excusez-moi. C'est ici... C'est ici que l'analyse devient politiquement la plus dangereuse. Ce n'est pas l'idéologie qui recrute en premier lieu. C'est la marginalisation économique, c'est l'absence de l'État et c'est le vide que ces groupes comblent. Il vous reste 2 minutes. Là, on va parler juste sur les configurations néocoloniales, il faut que je parle un peu de CF. Donc, mon troisième axe engage sur la lecture géopolitique traitée. Les États sahéliens ne sont pas simplement des victimes passives d'un système néocolonial, ils en sont à la fois des acteurs et des relais de cette double position. Et au cours de mon analyse, on va les voir comme acteurs. Donc, les gens post-2022 au Mali, Burkina Faso, en Niger ont utilisé la coopération sécuritaire comme ressources politiques. Certains ont rompu avec la France pour se retrouver avec Wagner et en revendiquant une souveraineté sécuritaire. Ce choix, ce sont des actes politiques, pas des contraintes subies. On va les voir comme des relais. Simultanément, ces mêmes États reproduisent des logiques sécuritaires importées de l'extérieur. La catégorie des migrants illégaux, donc les dispositifs biométriques, la criminalisation des mobilités pastorales séculaires, et en devenant opérateurs frontaliers de l'Europe, ils renforcent leur propre dépendance. C'est la tension centrale que cette communication explore. Des États qui revendiquent une souveraineté territoriale sur des espaces qu'ils ne contrôlent plus, ou qu'ils contrôlent vraiment peu, et qui acceptent une coopération sécuritaire qui érode cette même souveraineté. Ces 3 axes, dispositifs, groupes armés, néocolonialisme, n'additionnent pas, ils combinent pour produire des effets très concrets sur les populations du Sahel. La mobilité, contrainte et de triple absence. Ces 3 merci beaucoup. Ces trois dynamiques produisent des effets concrets sur les populations. C'est là que la dimension humaine de ma recherche est la plus visible. Les populations sahéliennes font face à une mobilité contrainte. Les dispositifs étatiques et européens criminalisent leur mobilité historique, le nomadisme, le commerce transfrontalier, le déplacement saisonnier. Parallèlement, les groupes armés et les taxes et le recrutement forcé.
7,2 millions de déplacés internes en 2025 en sont le signe le plus visible. Ces populations se trouvent dans ce qu'on pourrait appeler une triple absence. La conclusion, s'il te plaît. Alors, ok. Donc, on a une absence de territoire d'abord, des déplacements forcés, une absence de reconnaissance ensuite, leur souffrance reste souvent invisible dans les espaces médiatiques, et enfin une absence dans les espaces d'accueil eux-mêmes. Donc, je vais aller directement. Là, on va dialoguer avec Sayed. Je vais, avant de conclure, m'arrêter un instant sur les questions qui font ce colloque. Je suis chercheur, comme je vous ai dit, un chercheur en relations internationales, pas en sociologie, donc c'est peut-être vous trouverez que mon analyse est un peu loin de Sayed. Ma communication ne cite pas directement Sayed, et je n'ai pas voulu simuler vraiment une filiation artificielle pour Sayed, mais le dialogue est réel. Sayed nous a appris que les mobilités ne sont pas de simples phénomènes démographiques, ce sont des relations du pouvoir, des productions politiques. Cette conviction, ce colloque la porte et je la partage entièrement. Ce que Sayed avait analysé dans le contexte de la migration algérienne vers la France, ma recherche retrouve dans un tout autre contexte géopolitique, des structures de pouvoir qui produisent des mobilités contraintes, des populations prises entre des logiques qui le dépassent, des États qui gèrent et parfois fabriquent les conditions de leur propre dépendance. 7,2 millions de déplacés sahéliens ne sont pas une statistique, c'est le signe d'un système pas d'une crise. Merci, si Nassir. Donc, Je ne voulais pas faire vous subir une double fatigue aussi. Non, mais franchement, vous avez fait une très belle conclusion de ce panel dans le sens où vous avez évoqué la question de l'absence du territoire. En fait, ça veut dire que les gens, c'est la colonisation, la nouvelle colonisation à travers des politiques frontalières. Donc, moi, je propose qu'on va clôturer ce panel, mais on va continuer la discussion sur le chemin du dîner et on vous promet, nous trois, on va vous envoyer des commentaires sur vos travaux. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre patience et voilà, on clôture cette journée. Merci beaucoup à vous tous.